Effectivement, nous célébrons les 10 ans de l'accord de Paris. Nous sommes aussi tout juste après la COP 30. Ça nous rappelle à quel point nous avons différents échelons qui se cumulent entre des obligations internationales, des obligations européennes et puis une série de lois françaises aussi. Donc, comment est-ce qu'en matière de transition et de décarbonation, les groupes étrangers se saisissent de ces ambitions politiques, de ces trajectoires, quels sont leurs engagements, notamment sur notre territoire français, en matière de réduction de leur impact. On en parle tout de suite avec tous nos invités qui ont été présentés il y a un instant et puis qui pourront évidemment nous rappeler ce qu'ils font. J'avais une première question peut-être pour deux d'entre vous, pour cadrer un peu le décor déjà. Donc on a vu qu'il y avait des obligations assez spécifiques, des échelons d'obligations différents aussi. Je voulais savoir peut-être pour une première prise de contact avec le sujet, si ça avait agi pour vous plutôt comme un accélérateur de business ou si ça avait fait de la France une sorte de repoussoir ou de bête noire. Et peut-être qu'on peut en parler avec deux entreprises différentes. Donc je pensais à vous, Michael Locaux, qui représentez Steelcase, et à vous, François Bourzex, vous êtes le représentant de Xerox. Donc je pense qu'on peut peut-être avoir déjà vos premières impressions. Alors, je pense que la France, sans réglementation, ne serait pas la France. Et sans sa fiscalité, c'est ça? Exactement. Donc ça a été pour nous, pour être très clair, un facteur de transformation, un accélérateur, et ce sur trois domaines. Tout d'abord sur la partie business, sachant qu'aujourd'hui, les réglementations qui s'imposent à nous, notamment dans le secteur public, qui pèsent sur le marché à peu près 35% des affaires. Donc la commande publique, c'est 35% de notre marché. Donc ne pas se conformer entre guillemets aux réglementations ferait que nous sortirions de ce marché. Donc je pense que, est-ce que le sujet est de savoir est-ce qu'on s'y conforme ou pas? La réponse est dans la question. Après, il y a un deuxième point, un deuxième facteur sur lequel il y a eu une vraie accélération, c'est sur la partie de compétences. Parce qu'on a dû développer un certain nombre de systèmes et de dispositifs qui permettaient notamment de mettre en place de la maintenance préventive sur nos équipements et prédictive, alimentés par de l'IA. On a notamment développé aussi des systèmes de réalité augmentée qui permet en fait de projeter une compétence chez nos clients pour les dépanner. Tout ceci ayant pour effet évidemment d'éviter des rejets carbone, c'est à peu près 3,5 tonnes par an que nous évitons, mais l'enjeu derrière est évidemment de former nos équipes, de former nos salariés à ces nouveaux outils, à ces nouveaux dispositifs pour qu'ils soient évidemment performants et qu'ils accompagnent entre guillemets l'entreprise dans sa transformation digitale. Et enfin, le dernier point non négligeable, c'est que nous avons été amenés à développer une supply chain complémentaire à celle que nous avons aujourd'hui existante, notamment pour développer et pour mettre en place un système d'économie circulaire pour recycler nos technologies, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. Et c'est vrai j'en reparlerai tout à l'heure, mais nous avons eu la chance de pouvoir, en France, et de mettre en place cette structure et profiter du Made in France qui nous est évidemment très cher. Michael. Oui, je peux compléter. Par rapport à ce qui a été dit, c'est vrai que le cadre réglementaire en France nous a permis, nous, en fait, d'accélérer les ambitions de notre groupe sur le sujet. Donc Steelcase, pour ceux qui ne le connaissent pas, je suis sûr que mes copanélistes ont été au moins en contact avec nos produits puisqu'ils sont assis dessus. Mais on est aménageur d'espace, on fabrique du mobilier. En France, on est le premier metteur sur le marché. Et depuis toujours, on se dit qu'on a une responsabilité de faire en sorte que notre impact et l'impact pour nos clients soit le plus petit possible. Et on rentre dans le scope 3 de l'intégralité de nos clients. Et on a toujours eu cette réflexion, ça fait plus de 70 ans. Et en fait, le fait qu'il y ait un cadre et une norme en France, et une vraie volonté avec la loi AGEC, notamment pour les marchés publics, mais au-delà de tout ça, et les grands groupes suivent aussi derrière, ça donne un cadre et une trajectoire qui est relativement claire. On reviendra sur les inconvénients où ce cadre, parfois, il est très fluctuant. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, mais ça nous donne un cadre. Donc, en fait, pour nous, la France, et j'élargirais même l'Europe sur ces sujets-là, avec une volonté réelle, et je pense qu'il y a une volonté réelle de traiter ces sujets-là, nous permet, en fait, de réfléchir à des business models qui sont pérennes, et pas juste de faire des effets d'annonce et du greenwashing sur ces sujets-là, mais de vraiment d'acter et de rentrer en transition sur des transitions écologiques. Ce qui fait que la France est depuis maintenant près de 5 ans, en fait, le laboratoire d'innovation pour tous nos nouveaux business models que l'on fait autour de nos services et activités de circularité.
Alors, il y a 2 mots que je retiens de vos interventions, business model ici, transfo du business model, et supply chain chez vous. Évidemment, ce ne sont pas des choses qu'on arrive à faire forcément seul, il faut donc embarquer un écosystème. Est-ce que pour créer des nouvelles chaînes de valeur, aujourd'hui, la France, c'est plutôt un terrain fertile ou pas? Bruno Roche, vous représentez aujourd'hui Andritz. Alors merci, la question invite à répondre oui, donc bien sûr, et surtout après ce qu'ont dit Michael et François. Je pense que j'utilise plus le nom d'incubateur, mais je crois qu'on est absolument en ligne avec ce qui a été dit. Et peut-être que la France est un des pays rares où on peut justement avoir une ambition climatique, on parle de la COP21 il y a 10 ans, et transformer avec des chaînes de valeur et vraiment des solutions industrielles. Bien sûr, il y a des conditions pour ça, donc j'en citerai 3. Préserver ce réservoir de talent, on en a beaucoup parlé ce matin. Rendre les réglementations visibles, mais je vais rajouter à long terme. Et si je me projette dans les 10 ans à venir, par exemple. Et puis industrialiser rapidement, et on le dit ensemble, sur cette chaîne de valeur. Si je prends le premier point, vous avez décrit rapidement Andritz, juste qu'on soit clair, 30 000 personnes dans le monde, 80 pays, on n'est que 750 en France. Mais nous avons fait 3 acquisitions stratégiques grâce à des talents, à des chercheurs, de la R&D, des techniciens process, qui nous permettent d'être leader mondial sur une des divisions que je gère, avec 50% de nos effectifs basés en France. Donc on a vraiment un vivier en France, et puis on n'en a pas parlé, on a du Station F, des startups, d'autres partenaires. Quand je parle de vivier, c'est bien sûr dans nos équipes, mais c'est à travers aussi tout l'écosystème que l'on a en France. Si je réfléchis à ce besoin de visibilité à long terme, pourquoi je dis long terme dans la réglementation? Parce que lorsqu'on dépose des dossiers pour investir, il y a un certain cycle des projets. Ils vont peut-être prendre 2 ans, 3 ans ou plus, et il nous va falloir plusieurs projets pour que ça se fasse. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin tout de suite de penser aux usages. On les oublie souvent. On subventionne la production, mais cette production n'est viable que lorsqu'on va pouvoir vendre et qu'on aura des usages. Et enfin, il y a aussi l'adoption, et ça prend du temps. Pour que aussi les produits soient économiquement viables, ils sont verdis, très bien, mais avant qu'on les achète, ça va prendre également du temps. Donc tout ça pour dire que le fait de collaborer ensemble sur toute la chaîne de valeur, c'est ça qui va faire la différence. On a plusieurs exemples, que ce soit dans l'énergie verte, on est dans l'hydroélectricité, on a parlé de remplacer le plastique avec des fibres naturelles, on parlera de recyclage textile, on a des personnes dans la salle qui sont là avec des investissements qui sont forts. Je pense que la France a tout pour réussir. Mais c'est nécessaire que pour faire passer de l'idée à l'industrialisation, on travaille tous ensemble. On va parler effectivement de l'opportunité évidemment économique qu'il peut y avoir derrière, mais bon, ça fait plaisir d'entendre des choses un petit peu positives, donc j'avais encore peut-être une question aussi en ce sens, sur ces atouts de la France qu'on peut avoir avec cette décarbonation qui est assez poussée. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus utile chez Mars? Vous avez une empreinte extrêmement internationale, donc peut-être un regard sur ce qui fait de la France un terrain un peu fertile pour mener des stratégies vertes. Alors, tout à fait, Ingrid, on a une empreinte très internationale, mais un ancrage aussi éminemment local. La France est un pays extrêmement important dans le panorama économique et industriel de Mars. Et en même temps, on a une vraie ambition de décarbonation. Vous regardez l'ambition de Mars, c'est évidemment une empreinte net zéro en termes de carbone à horizon 2050. On regarde les 10 dernières années, on a réduit de 16% nos émissions carbone. Dans le même temps, on a augmenté de 70% notre chiffre d'affaires. Donc, on a vraiment un agenda de décarbonation forte dans lequel la France doit s'insérer. Moi, je dirais qu'il y a 2 atouts extrêmement forts. Le premier, c'est l'accès à une énergie décarbonée et des ressources locales. On est en France vraiment leader de cette énergie décarbonée. Toutes nos usines fonctionnent à l'énergie renouvelable et on a le premier site industriel mondial de Mars, l'usine de glace de Steimbourg, qui fonctionne 100% à l'énergie verte. Et puis, il faut aussi faire local, parce que le transport et la logistique, c'est extrêmement important dans l'impact carbone. Moi, je dirige une activité alimentation animale, Pet Care. On a 4 usines en France, c'est 70% de nos matières premières agricoles qui sont produites localement sur le territoire français. Et le deuxième atout, Bruno en parlait il y a un instant, je pense que c'est vraiment celui des talents et de l'innovation. On est en France un réservoir d'innovation rupturiste. Quand j'évoque nos derniers investissements à Choose France, on a notamment investi 30 millions d'euros en Occitanie sur notre site de Royal-Canin. C'était pour aller faire un laboratoire pilote de décarbonation avec des nouveaux ingrédients, des emballages circulaires. Donc c'est extrêmement important de garder cette réserve d'innovation.
Après, vous me parlez des atouts, moi je regarde aussi vers l'avenir et j'ai envie de dire, c'est jamais acquis et on aura vraiment besoin d'une politique encourageante, d'une stabilité budgétaire, d'une forme d'incitation fiscale, on va pas se mentir, pour pouvoir embarquer cet écosystème avec nous. Oui, bien sûr. On pourra en parler effectivement. Premier point peut-être à ce stade, on va retenir le positif de terreau fertile, d'incubateurs, de talents, d'innovation. On pourra effectivement aussi creuser ce que ça représente de faire de la R&D, de la recherche et de l'innovation en France. Mais je voulais aussi consacrer un moment pour réfléchir à ce que ces enjeux de transformation, de transition pouvaient impliquer en termes d'organisation de l'entreprise en elle-même, de transformation de vos activités en France, transformations qui sont donc les business models, mais qui sont peut-être aussi internes, parce que s'adapter à cette transition écologique, c'est aussi un enjeu de conduite de changement, de transformation. Comment ça, est-ce que c'est vécu par les collaborateurs? Là, je vais me tourner vers vous, Xavier Martin, qui représentait aujourd'hui Henkel France. Comment est-ce que c'est vécu en interne et est-ce que finalement cette transformation du changement, elle se met de façon plus spécifique en France? Alors, c'était très intéressant parce que la première partie, on était très très haut sur la COP 21, ça lance une ambition, on a des réglementations qui nous aident aussi, je suis assez d'accord avec ça, mais à la fin de la journée, si on veut faire un changement, il faut que chaque collaborateur dans l'entreprise y croit, soit impliqué. Donc, merci pour cette question sur la conduite du changement parce que c'est la dernière pierre qui va faire bouger les choses. Donc, il faut que nos collaborateurs aient cette fierté, parce que c'est un combat difficile de se décarboner. On a aussi l'ambition, en 2040, d'être en net zéro chez Henkel. Il faut qu'ils soient engagés, parce que c'est eux qui vont développer les innovations, donc ils doivent avoir envie d'innover. C'est eux qui vont vendre, parce que vendre des solutions un petit peu plus durables, c'est quelquefois un petit peu plus compliqué que vendre des solutions historiques, généralement un peu moins chères. Et puis, ils doivent se changer eux-mêmes à l'intérieur de l'entreprise. Alors, chez Henkel, quand on a eu cette réflexion, on s'est dit comment les engager. Donc, ce qu'on a fait, on a été la première filiale qui a fait la fresque du climat avec tous ses collaborateurs, qui est un outil français, qui est super powerful pour prendre conscience et créer un changement de chakra chez ses équipes et donc créer de l'engagement. Et après, on peut arriver avec des projets de transformation, et je vais en citer un qui est généralement le plus difficile. Je pense que vous avez tous des itinérants sur le terrain avec des voitures. Voilà, on a décidé de passer à l'électrique. On a été la première filiale aussi à vouloir aller en électrique. Et donc, en 16 mois, on est passé de 1% de voitures électriques à 60% de voitures électriques, même les gens sur le terrain. Voilà. Et pourquoi on a réussi? C'est parce que les collaborateurs avaient cette fierté. Pourquoi ils avaient cette fierté? Parce qu'ils avaient compris, ils avaient acheté, ils avaient théorisé la nécessité d'aller sur un chemin un petit peu plus difficile de la transition écologique. Bon, on ne va pas se mentir non plus, si vous avez été invité aujourd'hui, c'est plutôt parce que vos entreprises sont assez vertueuses, donc Merci. Être un peu honnête. Mais ce qui amène ma question suivante, donc François Bourzac, est-ce que cet engagement en faveur de la transition, ça joue en matière d'attractivité, ça joue en matière de recrutement? Est-ce qu'en France, c'est un critère qui compte, ou finalement, pas plus que ça, pas face aux impératifs économiques qui sont aussi compliqués Avec la nouvelle génération à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés, on a, nous, entreprises, sacrément intérêt à développer effectivement ces ressorts pour être en mesure de les attirer. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est vrai que la responsabilité sociétale ne doit pas être un slogan, pour être extrêmement clair, mais vraiment un engagement concret. Parce que il y a eu un vrai changement sur le marché du travail, c'est qu'aujourd'hui, nous ne choisissons plus les talents, ce sont eux qui nous choisissent. Et c'est vrai que c'est au travers de chacun d'entre nous et de notre parcours éco-responsable que ces choix seront faits. Alors, l'objectif, c'est vraiment d'inscrire dans notre ADN, dans notre manière de fonctionner, dans notre politique, tout ce que l'on va être capable de mettre en place en termes d'innovation et de durabilité pour que cela devienne, entre guillemets, le moteur de nos propres entreprises. Nous n'avons pas attendu la COP 21 ou effectivement la loi AGEC 2021 pour avancer, pour progresser sur ce sujet-là. Je vais citer 3 exemples. Dès les années 70, nous avons mis en place en Europe des filières de reconditionnement sur certains de nos équipements, les très très grosses machines. Et nous avons été les premiers de notre industrie à agir de la sorte. Autre exemple, aujourd'hui, chaque membre de notre comité exécutif aux États-Unis, dans son plan de rémunération, intègre un indicateur sur la partie RSE.
Donc si on y croit, on l'inscrit, on met en œuvre évidemment les dispositifs nécessaires pour y parvenir. Et enfin, un peu plus proche de nous, nous avons il y a 25 ans travaillé au sein de notre industrie pour essayer de fédérer les bonnes pratiques, en créant notamment un consortium dont l'objectif est de récupérer en fait tous les consommables que génèrent nos équipements, donc les cartouches d'encre vide, pour faire simple. Et en fait, par an, ce sont 1400 tonnes qui sont récupérées par un organisme qui s'appelle Conibi, donc, qui existe maintenant depuis 25 ans. Et ce retraitement se fait dans des ateliers adaptés, ce qui nous permet d'être absolument consistant dans ce que nous voulons faire et la façon dont on veut se positionner sur ce marché. Donc en fait, être responsable, ce n'est pas suivre la tendance, mais c'est vraiment la créer. Nous avons été pionniers, d'accord ? Nous sommes engagés aujourd'hui et nous voulons continuer à inspirer ces jeunes générations de façon à créer ainsi un modèle d'attractivité pour eux, de façon à ce que derrière, nous puissions, avoir les talents qui, demain, prendront ma place et puis seront en charge de développer l'entreprise. Alors, il y a déjà plusieurs lois qui ont été citées par vous tous, la loi AGEC évidemment, climat et résilience. On voit l'impact que ça a pu avoir sur vos business models, sur des opportunités de transformation économique. Est-ce qu'il y a d'autres lois aujourd'hui, Bruno Roche, qui arrivent et qui vous semblent intéressantes, qui vous semblent être justement des opportunités de business en France ? Alors, il y en a beaucoup qui arrivent, bien entendu. Je vais essayer d'être le plus concret possible, mais celles il y en qui a créent du business, pas celles qui empêchent le business. En tous les cas, celles qui sont en vigueur et qui sont en devenir pratiquement, parce qu'on les a repoussées, mais je pense à la CSRD, bien entendu. Cette transparence ou cette exigence de transparence, c'est quelque chose qui nous contraint. Alors d'un autre côté, et effectivement, on s'est impliqué aussi pour motiver nos salariés à donner des objectifs. Aujourd'hui, on a un objectif de verdir les projets que l'on fait. On a 50% à atteindre en 2030. On en est déjà à 45%. Donc ça, c'est un message qu'on peut donner, qui est concret, parce qu'on travaille dessus. On parle aussi peut-être d'une deuxième vague. On parle de circularité. Je vais appeler ça de circularité obligatoire. Vous avez peut-être vu dans la presse hier un ban du plastique à usage unique qui a été reporté jusqu'à 2030 pour ces beaux gobelets que l'on a. Je vous annonce qu'on travaille déjà sur les couvercles qui vont se transformer de plastique en fibre. Donc ça va être aussi une révolution d'adoption, mais c'est absolument réel pour les personnes avec qui on travaille, et en France, pour la vallée du plastique, par exemple. Et puis, je ne vais pas parler d'économie bas carbone, mais presque, parce qu'on a entendu parler de loyauté ou de concurrence déloyale ce matin. Il est vrai que si on s'impose des règles, et on impose ces règles à nos clients français, et à nous-mêmes, il faut qu'au passage des frontières, on rétablisse un peu ces règles. Et on a parlé de recyclage textile, on en parlera encore, et on s'est doté d'intelligence artificielle pour aller justement mesurer et comprendre quel était le type de fibre sur nos vêtements. Plus de 50% des étiquettes sont fausses. Donc il faut vraiment qu'on se pose la question en disant qu'est-ce qu'on importe et comment on va faire pour garder de la compétitivité entre ces produits européens et ceux qui seront importés, parce qu'on aura besoin de toute façon de les importer. Donc je pense que le message, c'est qu'on peut tourner ces réglementations en avantage économique européen, pour autant qu'on y réfléchisse complètement. Et avec toutes les lois qui arrivent, je pense que la plus grosse qui va arriver, c'est bien entendu l'intelligence artificielle. Donc j'ai bon espoir, comme on nous pousse avec le gouvernement de l'utiliser, on a beaucoup à faire, que ces omnibus dont on entendait parler, ils vont avoir aussi un coup de boost par l'intelligence artificielle. Alors on en vient, on le voit, au point de frottement qui commence à apparaître. Donc vous avez cité l'international, l'importance d'avoir une concurrence équitable. Est-ce que d'un point de vue national aussi, il y a certains points de frottement ? On a parlé au début de la table ronde de l'importance de créer des écosystèmes, des supply chains, de travailler en collaboration. Est-ce que ça, c'est si facile à faire ? Et c'est pas par hasard, évidemment, que je vous adresse la question, parce que vous travaillez notamment avec le secteur de la distribution, donc je pense que vous me voyez venir avec ma question. Est-ce que c'est si simple et si possible ? Alors, merci Ingrid pour la question qui, par ailleurs, est d'actualité, parce qu'on rentre dans la saison des négociations entre industrie et commerce jusqu'en début mars prochain. Alors, moi d'abord, j'ai une conviction personnelle, c'est que la transition écologique, ça ne peut pas être un sprint en solo, c'est une course de fond en relais, et donc on doit le faire ensemble. Vous évoquiez le sujet de la grande distribution. Concrètement, les acteurs agroalimentaires, c'est 90% du scope 3 de la grande distribution. Donc on est
d'évidence obligés de travailler ensemble sur le sujet. Et d'ailleurs, on le fait. Il y a des très très belles collaborations. Je prends des exemples chez Mars. On va aller travailler sur des projets d'agriculture responsable sur le cacao, sur le riz. On a un très très gros partenariat avec plusieurs distributeurs de pêche durable sur notre marque Sheba. Ça, c'est pour l'amont qui est assez évident. Mais aussi l'aval, le transport est extrêmement important. Nous, on travaille avec nos distributeurs pour optimiser le remplissage des camions qui fait vraiment des économies de logistique. Et ça, c'est sur les 2 dernières années, c'est 24% nos empreintes carbone issues du transport qui, via cette optimisation, ont été générées main dans la main avec les distributeurs. Donc il y a des beaux succès. Il y a aussi un principe de réalité en particulier dans cette saison, c'est que cette transition écologique, elle coûte de l'argent. Que ça soit l'agriculture régénérative, des projets de réduction de consommation d'énergie ou de nouveaux emballages, c'est des investissements long terme. Et il y a une réalité face à ça, c'est quand on travaille avec la grande distribution, des enjeux de compétitivité prix, de préservation du pouvoir d'achat qui sont au cœur des conversations. Donc c'est un équilibre à trouver. Si on peut parler de manière honnête aujourd'hui, est-ce qu'on a une complète connexion entre les intentions stratégiques et la réalité des négos? Pas encore, mais c'est le début d'un chemin sur lequel on essaie d'être convaincant chaque jour. Et puis, il faut aussi se dire que l'écosystème, il ne se limite pas à la distribution. Vous regardez l'industrie agroalimentaire dans le monde, c'est 18% des émissions mondiales de carbone. Donc, c'est hyper significatif. Il faut aussi travailler main dans la main avec nos pairs. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Je vous donnerai un exemple récent. On a fait un partenariat avec PepsiCo sur tout le périmètre européen sur la production de céréales. Ces céréales, elles vont chez nous alimenter Sheba ou Whiskas. C'est 5400 hectares qui sont transformés en agriculture régénérative. Et ça, évidemment, c'est le début de partenariat d'un écosystème intégré et vraiment tourné vers l'avenir. Vous êtes aussi évidemment en lien avec le secteur de la distribution. Est-ce que vous partagez un peu ce constat? Et puis dans votre secteur qui ne se limite pas à l'agroalimentaire, est-ce que là aussi vous voyez peut-être des points de blocage ou des changements, des choses à faire pour préserver cette compétitivité sans perdre l'engagement dans la durabilité évidemment? Alors je partage beaucoup de ce que tu as dit, surtout cette joie de rentrer dans cette période de négociation actuellement. Il y a 2 autres éléments que j'aimerais ajouter. Le premier, c'est donc il y a la distribution, il y a les industriels, et puis à la fin, il y a nous, les consommateurs. Et qui est un autre nœud à dénouer dans cette révolution qu'on menait. Parce que si on écoute l'ADEME, on a 83% des Français qui disent oui, il faut qu'on consomme moins. Et il y a 82% des Français qui disent mais moi j'ai un mode de vie sobre. Donc c'est-à-dire qu'il y a 1% des Français honnêtes, ou lucides, je ne sais pas, mais je le comprends très très bien, parce que c'est quand même très très difficile de se mettre en cause et de changer ses habitudes. Donc la distribution, bien sûr, elle veut répondre aux envies et aux challenges des consommateurs, qui va être très sur le pouvoir d'achat. Donc oui, on a besoin de travailler ensemble, mais moi ce que je dirais, c'est on est industriel, c'est nous qui décidons des marchés ou développons les produits qu'on met sur le marché. Donc à un moment, on peut faire aussi le choix de prendre nos responsabilités et de se disrupter, d'innover, de trouver des solutions techniques ou des nouveaux produits qui vont nous aider dans cette transition écologique et puis de changer nos business models pour pouvoir toujours générer la performance financière qui est attendue. Donc, travailler main dans la main avec la distribution. Est-ce que c'est équilibré? Je vous laisse choisir. Mais surtout, garder cet esprit pionnier pour trouver les solutions. Et je vais vous donner un exemple chez Henkel qui nous rend très fiers. Je suis sûr que vous avez tous fait un joint dans votre vie. Donc, on a une marque qui s'appelle Rubson qui met du silicone. Hein, c'est bien sûr de ça que je parle. Autour de la baignoire. Et ça a été inventé depuis 50 ans. Et depuis 50 ans, on vend ça dans des cartouches en plastique. Et donc ces cartouches en plastique, elles sont brûlées, ni recyclables, ni recyclées. Donc on lance là actuellement la première cartouche recyclable, recyclée, 73% de déchets en moins. C'est en carton, c'est pas en plastique, c'est même pas du plastique recyclé. C'est des investissements en millions. C'est compliqué à faire, mais on le fait parce qu'on sait que c'est notre responsabilité. Et on va essayer d'emmener la distribution avec nous.
Alors vous mettez le doigt sur un point important évidemment, qui est la performance financière qu'il faut arriver à mettre en face des nouveaux produits, des innovations qu'on propose. Vous avez parlé de consommateurs, alors je ne sais pas si on peut parler de consommateurs, vous Michael, peut-être de clients ou d'utilisateurs. Vous disiez que vous aviez choisi de vous orienter vers la seconde main, donc est-ce que les Français, les gens qui travaillent sont là aussi très honnêtes, très lucides et ravis d'utiliser cette seconde main, ou est-ce qu'il y a aussi des difficultés à transformer le marché et les habitudes de consommation ? C'est vrai que c'est sûr, il faut toujours s'orienter. Alors nous, c'est pas des consommateurs, nous, nos clients, c'est les entreprises, c'est les universités. Et c'est toujours très intéressant de se poser la question parce que on peut faire des choix, comme l'a dit Xavier, et je pense que c'est à chaque entreprise d'avoir une vision et d'assumer ses choix. Et aussi, il faut être conscient qu'on a une rentabilité financière à avoir. Toutes nos entreprises ne sont pas des associations loi 1901, donc on se doit d'être rentable et de pouvoir survivre pour continuer à innover. Enfin, c'est pas juste pour faire de l'argent, mais c'est pour l'innovation et pour pouvoir avancer. Et donc pour ça, il faut que nos offres rencontrent une demande et un besoin réel. Ce qui est très intéressant, et dans le mobilier de bureau, dans l'aménagement d'espace, on rencontre un peu le même phénomène que ce que tu as décrit entre changer les habitudes. Si vous voulez faire de la seconde main, si vous voulez réutiliser ce que vous avez, je pense qu'à chaque fois, quand on rentre dans les discussions avec nos clients, tout le monde est pour et personne ne dit « oui, mais c'est génial, ça va réduire mon impact carbone ». Mais après, la question qu'il faut se poser, c'est quel est le prix qu'on est prêt à mettre pour ça. Si aujourd'hui, je vous dis, demain, votre siège de travail, vous achetez un siège reconditionné, est-ce que vous êtes prêt à le payer plus cher, aussi cher, moins cher? Et on se rend compte, et c'est très intéressant de voir la réaction des clients par rapport à ça. Et je peux vous assurer qu'elles sont complètement variées. Et en fonction des entreprises, c'est très très varié. Et c'est là où on voit aussi des convictions par rapport à ces sujets-là. Et c'est pas que ça coûte plus cher, ça coûte souvent même moins cher, mais ça induit parfois une gestion de projet un peu différente. C'est-à-dire qu'il faut récupérer, donc c'est-à-dire qu'il faut mettre pendant 2 jours des gens en télétravail. Est-ce qu'on veut prendre le pli de se dire bah, tout le monde travaille de chez soi pendant 2 jours pour qu'on puisse reconditionner les sièges ou pas? Ce qui est aussi intéressant, et on l'a vu avec certains grands groupes, c'est la perception aussi. Et là, ce n'est pas juste des personnes qui gèrent les projets, mais c'est tout l'écosystème qui tourne autour. On a eu des réflexions du type, c'est très bien, ça nous coûte moins cher, l'impact carbone est réduit, et l'impact carbone est réduit de 70% par rapport à l'achat de neuf. Et pourtant, on a eu un refus, on a eu des refus, parce que certaines personnes nous ont dit, ou les partenaires sociaux nous ont dit, mais oui, mais en fait, la perception des collaborateurs, ça va être on va acheter moins cher, on va acheter cheap, et donc ça va pas bien passer, c'est pas ce qu'on veut faire. Et donc c'est là où, moi je trouve que c'est passionnant parce qu'on est à une croisée des chemins où il faut se dire, qu'est-ce que l'on veut, comment est-ce qu'on accompagne ce changement, parce que c'est un changement de la manière d'acheter, un changement de processus, c'est un changement en interne chez nous, parce que je peux vous assurer que quand on a dit il y a 5 ans, que 20 à 30% de notre activité va venir de l'économie circulaire, qui ne sera pas forcément faite dans nos usines, mais plutôt dans des centres en province de reconditionnement. Les usines n'étaient pas forcément très contentes, mais le sujet est vraiment de dire comment est-ce qu'on accompagne cette transformation, qu'est-ce qu'on peut faire, mais aussi un changement du regard de nos clients et des consommateurs, puisqu'on peut dire que c'est les personnes qui utilisent. Et voilà, donc on est en pleine dans cette transformation. Parfois, on est confronté à des paradoxes que l'on voit. Et c'est ce qui, je pense, nous anime tous ici, hein, parce que une fois que quand on a une conviction forte, si on ne l'apporte pas, si on ne pousse pas, et j'ai même des équipes qui ont dit, en fait, le client, il ne veut pas, mais on est persuadé que c'est la mauvaise solution. Donc certaines équipes m'ont même dit, on est prêt à perdre le deal, parce que en fait, ça ne fait pas de sens environnementalement et économiquement. Voilà. Après, voilà, c'est des choix, des convictions. Il faut pouvoir se le permettre aussi. Il faut être réaliste. Mais je trouve que c'est très intéressant et c'est là où voilà, c'est le collaborateur, enfin le client qui doit évoluer aussi dans sa manière d'acheter et de gérer ses projets.
Alors c'est le moment d'un petit point fiscalité, un peu un petit passage obligatoire. Bruno, il est pour vous, parce que vous avez parlé d'innovation et de R&D. Si nous avons une remise en question de certains dispositifs fiscaux, le crédit d'impôt recherche ou autre, peu importe, mais dans l'idée, une fiscalité plus contraignante, on pourrait dire, est-ce que ça pourrait pousser votre groupe à réduire ses investissements en France en matière de recherche? Est-ce que ça peut changer la vision sur la France? Alors encore une fois, oui. C'est sûr, vous me parlez de fiscalité, quand je vais discuter avec mon directeur financier, il intègre déjà le CIR dans ses projections lorsqu'on doit décider si un projet va se faire en France ou ailleurs. Et ailleurs, ça peut très bien être des pays limitrophes à la France. Donc ça aura définitivement un impact. Mais au-delà de ça, j'aimerais plutôt réfléchir à l'implication en chaîne que cela aurait. À savoir, ce qui va parler à mon CEO, c'est plus les aides que vont obtenir nos clients, les financements que ces nouvelles startups vont avoir pour être solides et mener ces projets à bien et vite. Le CIR peut en faire partie, parce qu'effectivement, ça commence avec de la R&D, mais il y en aura aussi pour le CAPEX, l'investissement, et on oublie souvent l'OPEX. Lorsqu'on va avoir des productions, que ce soit à la tonne, au kilogramme, si ces aides peuvent aller jusque-là, on justifie encore plus ces investissements en France. Et je peux me tourner aussi vers nos partenaires, vers nos fournisseurs qui eux aussi vont en bénéficier, etc. etc. Mais au-delà de ça, ce CIR dont vous parliez, il a bien plus d'égards qu'une subvention, une détaxation et autres. On va donc justifier les investissements sur notre sol. On va donc avoir des emplois à haute valeur ajoutée. On parlait de formation ce matin et on a continuellement besoin de se former. Ces personnes vont déposer des brevets. On va créer et valoriser les entités légales par une propriété intellectuelle qui est forte et qui est visible dans nos maisons mères. Et je préfère l'avoir en France, bien entendu. Donc je pense que tout ça, au-delà de ce que le CIR pur et ce que la fiscalité peut apporter, c'est tout un écosystème que l'on peut mettre en place, encore une fois, tous ensemble, avec les partenaires, comme ça a été très bien dit. Alors vous avez dit que vous étiez comparé notamment par rapport aux pays limitrophes. J'avoue que j'ai un peu envie de poser la question. Par exemple, à vous, Laure, quel est le regard que porte un peu la maison mère sur la filiale française? Comment est-ce qu'on est vu par rapport aux voisins? Et est-ce qu'il pourrait y avoir la tentation sur certaines lignes ou créations futures ou usines futures d'aller ailleurs plutôt qu'en France? Et où dans ce cas-là surtout? Alors, c'est une bonne question, Ingrid. On pourrait nourrir un catalogue d'images d'Épinal sur la France, mais je vais essayer de me tourner vers les atouts parce qu'aujourd'hui aussi, il se trouve que la France est un marché très très important pour Mars en Europe. C'est notre deuxième marché intérieur de production, c'est 3 milliards de chiffre d'affaires. Accessoirement, c'est le premier socle industriel de Mars en Europe. C'est un tiers de notre parc industriel qui est en France. Et ça veut dire qu'en fait, la France est choisie. Alors, elle est choisie pourquoi ? On a des arguments dont on a déjà parlé avant, l'énergie décarbonée, la qualité de nos infrastructures, notre place centrale, même la qualité de vie, qui est assez agréable. Moi, j'aimerais en retenir deux qui, je trouve, ont vraiment fait la différence dans nos choix d'investissement des dernières années. Le premier, c'est la qualité du capital humain. On a beaucoup commencé à parler de talent. C'est un choix. Aujourd'hui, quand on a des investissements industriels à faire, il faut le faire avec les bonnes personnes, les bons talents. Je prends l'exemple de l'ouverture des lignes de Royal Canin. On a investi 2 lignes de sachets fraîcheur. Royal Canin, c'est une marque mondiale. On aurait pu le faire un peu n'importe où. On a choisi de le faire à Saint-Denis de l'Hôtel, dans le Loiret, parce que c'est le berceau des pochons fraîcheur. Et c'est là où on a trouvé les meilleurs ouvriers, les meilleurs leaders d'équipe et les meilleures compétences techniques pour le faire. Ça, c'est 120 millions d'euros d'investissement, c'est 80 emplois qui ont été créés. Et le lien avec le talent, c'est cette capacité d'innovation qui est une richesse française qui nous est chère, soutenue d'ailleurs par le CIR, on l'évoquait il y a un instant. On est l'acteur de pointe sur l'innovation d'emballage de la confiserie avec l'usine M&M's qu'on a en Alsace. On va avoir vraiment un centre pour construire l'alimentation animale de demain avec Royal Canin à Émargues. Donc ça, c'est extrêmement important. Et moi, j'ai la conviction qu'on peut continuer à rayonner. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Les 2 tiers de notre production part à l'export. Et on a une capacité de rayonnement qui est extrêmement forte. Donc oui, encore aujourd'hui, on choisit la France.
Et alors, si on choisit la France, est-ce que ça veut aussi dire que la France peut servir de modèle? Est-ce que ça veut dire qu'on est une source d'inspiration? Allons-y, soyons très optimistes et très fiers. Vous riez. Est-ce qu'on peut être un modèle? Est-ce que votre filiale française est un modèle pour les autres? Alors pour le moment, la réponse est oui. Et c'est vrai que c'est avec un peu de fierté qu'aujourd'hui nous sommes dans cette position, et on va évidemment s'efforcer de renforcer cette position. On a, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de développer une filière de remanufacturing de nos technologies. Le choix aurait dû ou pu, entre guillemets, se porter sur les Pays-Bas. Pourquoi? Parce qu'avec la proximité de Rotterdam, nous avons notre hub européen qui est situé à Venray aux Pays-Bas. Bon. Et si le choix de la France a été fait, c'est principalement pour deux raisons. Alors, je ne vais pas dire grâce à la réglementation qui nous imposait quelque part de mettre en place ce système d'économie circulaire, mais c'est surtout parce qu'on a trouvé, ça a été évoqué tout à l'heure, on a trouvé effectivement en France les compétences et le savoir-faire et les organisations nécessaires pour pouvoir mettre en place une nouvelle filière qui nous permettait et qui nous permet aujourd'hui d'être aussi, tu l'as évoqué, compétitifs, parce qu'on est évidemment sur des produits remanufacturés. Alors c'est vrai que dans l'inconscient collectif qui dit remanufacturing, donc deuxième vie, donc moins cher, la réalité est un petit peu différente, on le sait, mais pour autant, voilà, ce choix a été fait ici, et c'est en fait un petit peu ce qui est un petit peu singulier, c'est qu'en fait c'est la France qui va servir de hub pour l'Europe, puisqu'en fait là pour le moment c'est les besoins français qui vont être traités sur ce site à Dunkerque. Je vois que Dunkerque aujourd'hui est très, très à la pointe. Mais demain, l'objectif, c'est que vraiment ce centre-là puisse aussi desservir toutes les régions d'Europe. Donc c'est vrai que c'est un point de fierté. Et ce sont 30 emplois qui vont être créés dans un premier temps. Donc effectivement, on y croit. Et Mickaël l'évoquait aussi tout à l'heure, c'est vrai que la France est un petit peu un laboratoire. Donc on a évidemment énormément d'enjeux de faire en sorte que ce soit une vraie réussite. Alors justement, je suis assez frappée en vous écoutant avec un prisme totalement parisien, je l'avoue, de tous les noms d'usines en fait que vous citez et qui représentent un maillage territorial qui est assez important en France. Et on se rend compte aussi que ces nouvelles filières qui sont liées à la transition écologique, qui sont liées au nouveau business model, en fait, c'est de la création d'emplois, c'est du dynamisme et c'est un enjeu territorial vraiment important à l'échelle de la France. Vous parliez des usines, par exemple, tout à l'heure, Mickaël, ou des nouveaux circuits de circularité. Oui, alors un des sujets, et c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est que ces activités-là ne peuvent pas se faire si on n'est pas proche. Enfin, c'est pas des choses que vous pouvez délocaliser à l'autre bout du monde, faire revenir. Non, c'est pas possible. Donc il y a un besoin de proximité, de maillage, et je pense que c'est un enjeu pour tout le monde. Enfin, Laure, tu parlais de la logistique du transport. Enfin, c'est le premier, c'est un des facteurs d'accroissement de l'impact carbone, mais c'est aussi pour nos services. Puisqu'on transporte des choses qui sont quand même relativement petites, avec un coût de transport qui est relativement important, il faut optimiser tout ça. Et c'est des choses qu'on ne peut pas faire si on fait voyager, si on ne maîtrise pas les coûts. Donc il y a forcément un ancrage très local et qui se doit d'être fait. Et c'est là aussi un avantage de la France, il ne faut pas se le nier, c'est qu'on a des infrastructures qui sont quand même assez géniales. On a beaucoup de régions où on a des talents, on a quand même, alors pour le foncier c'est un autre sujet, et pour l'implémentation dans les différentes localités, il peut y avoir des différences, mais oui, c'est pour ça que la France est un laboratoire, c'est pour ça aussi que, dans notre groupe, c'est la France qui a commencé, mais on étend ça au niveau européen également, parce que je pense que il y a des notions de volumétrie qui doivent être prises en compte. Et donc ça se déploie. Et juste pour la petite anecdote, le programme qu'on a annoncé en France, pour notre activité de seconde main, la dénomination marketing qu'on a utilisée en France est maintenant repris mondialement. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui s'étend et que l'on peut mettre et que l'on met en place, et donc qui est une fierté pour nous. Voilà, et c'est aujourd'hui, tout ça a été géré depuis l'Europe, et d'ailleurs depuis même en grosse partie pour la France, pour piloter toutes ces activités. Donc voilà, donc on en est très fiers, il y a un ancrage très local. Alors, puisque vous avez parlé de l'Europe, je me tourne vers vous, Xavier, parce que vous m'aviez glissé avant cette table ronde que l'échelon quand même de réflexion, il ne fallait pas oublier que c'était bien sûr la France, mais aussi et beaucoup l'Europe. Alors avant, je suis un peu jaloux, donc on a aussi 2 usines à Épernon et Villefranche-sur-Saône, pour finir un petit peu la géographie, qui servent l'Europe et le monde.
D'accord, il y a un lien. Il y a 19 ans, en 1986, on s'est tous posé la question de savoir si les nuages s'arrêtaient aux frontières. Voilà. Et on est en 2025, et puis on se repose une nouvelle fois la question. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, je reviens sur ce que tu disais, Bruno, la transition écologique, la réduction des gaz à effet de serre, c'est activé au niveau local, mais ça touche toute la planète. Donc on peut faire des trucs géniaux dans notre usine à Villefranche-sur-Saône, où on a maintenant une production décarbonée. Mais si les consommateurs ils continuent à acheter des produits qui sont produits dans d'autres pays, très loin, ben on importe du CO2. Et notre problème, je pense qu'il est là. On est très très exigeant en France, on est très exigeant en Europe, mais on croit toujours que les nuages s'arrêtent aux frontières. Donc moi, ce que je demande, et on le demande tous, je pense, c'est pas du protectionnisme. C'est soyons demandons aussi aux industries qui importent ou qui exportent en Europe la même chose qu'on demande aux industries qui produisent en Europe, parce que sinon, en fait, on va créer une petite île ici, mais on ne fera pas avancer le challenge global. Et je pense que ça, c'est l'échelon européen qu'on doit vraiment activer. Merci beaucoup, mais encore un petit mot particulier, parce qu'on va faire exceptionnellement intervenir quelqu'un qui est dans le public, qui est, voilà, c'est pas vous, 5 minutes, absolument. Voilà, donc Guillaume Thomé, vous représentez justement un exemple de l'investissement industriel et de la collaboration qu'il peut y avoir entre plusieurs acteurs. Vous êtes directeur général en France de Circ. Vous avez annoncé 450 millions d'euros d'investissement lors du dernier Choose France. On est sur la thématique du recyclage. Je n'en dis pas plus, vous le direz sûrement mieux que moi. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de me donner la parole. Avant de répondre de manière précise à votre question, je vais effectivement repositionner les défis du recyclage et comment est-ce que Circ vient combler un chaînon, un maillon manquant. Le textile, c'est très très consommateur en ressources et aujourd'hui cette industrie est éminemment linéaire avec moins de 1% du textile qui est recyclé vers du textile. Et l'industrie textile, c'est jusqu'à 8% des émissions globales de gaz à effet de serre. Et un des challenges, un des blocs qu'il faut résoudre pour le recyclage, c'est réussir le passage à l'échelle. Et en fait, Circ, une start-up américaine originaire de Virginie, a développé une technologie depuis une quinzaine d'années qui permet en fait le recyclage des mélanges textiles. Et en fait, en quelques mots, un procédé hydrothermal, l'eau chaude sous pression, ça agit comme solvant. Et donc dans cet autocuiseur, enfin, on met des textiles usagés en polycoton, qui est le textile le plus répandu sur Terre, mélange de polyester et de coton. Et en fait, on arrive à régénérer les fibres de polyester et à régénérer les fibres de coton sans les endommager. Et donc ça permet un véritable passage à l'échelle. Donc ce contexte étant posé, pourquoi est-ce que Circ, il y a un peu plus d'un an, a choisi la France? Il y a d'abord eu l'Europe. L'Europe en disant, en fait, quand on se pose la question du recyclage, c'est un peu étonnant en fait pour une start-up américaine alors que le textile est en Asie de choisir l'Europe. Mais bon, c'est logique. Et cette logique, c'est en Europe en fait, il y a une culture de recyclage et il y a une infrastructure réglementaire pour le recyclage. L'autre chose, c'est en Europe, il y a des leaders industriels innovants. Et quand, pour dérisquer un investissement industriel, on utilise des équipements existants, eh bien, on est très content d'être à côté de ces leaders que peut représenter Andritz, notamment sur le traitement de la pâte et de la pâte à papier. Et ben, finalement, nous, on va traiter de la cellulose issue des textiles. Et donc, on est très très content d'être à quelques centaines de kilomètres d'Andritz plutôt que d'être à des dizaines de milliers de kilomètres. Donc, merci Bruno pour les équipes.
Quand on a choisi l'Europe, on choisit la France après parce que, sur le leadership réglementaire, entre la loi AGEC qui a été citée plusieurs fois, ou le fait qu'il y a un éco-organisme en France dans le textile depuis plus de 19 ans, c'est Refashion, ça donne ce leadership réglementaire. Le deuxième sujet, c'est quand on se met en champion du recyclage, c'est pas mal que l'énergie, l'électricité qu'on utilise soit décarbonée. Troisième chose, c'est lié au premier point, comme il y a cet environnement réglementaire, en fait, c'est propice au développement d'un écosystème. J'ai entendu ce matin, on chasse pas, on a besoin de chasser en meute. Moi, j'aime bien dire, on veut faire une révolution du textile. Pour faire une révolution, on a besoin d'être plusieurs. Et donc, ça permet le développement de cet écosystème. Et puis, le quatrième et avant-dernier point, c'est on a eu un accompagnement de proximité de Business France qui a beaucoup rassuré. Et le dernier point, c'est comme on est une start-up, on aime beaucoup les narratifs. Et dans l'industrie du textile a été inventée il y a plus de 200 ans en Angleterre et en France. Alors pourquoi pas la révolutionner depuis le pays de la capitale de la mode. Et donc voilà, le choix de Saint-Avold dans la région Grand Est, bien c'est sur un site qui a été dépollué. C'est un symbole de la réindustrialisation verte de la France. Je vous remercie. Merci à vous, merci pour tous vos témoignages aujourd'hui.